On va parler du baromètre Odoxa, baromètre mensuel pour Public Sénat et la presse régionale. Avant de vous entendre, Nathalie et Erwan, on va voir les chiffres. Quentin, avec vous d'abord, comme tous les mois, on commence par les cotes de popularité de l'exécutif. Mais ça, déjà, on peut relever dans cette étude que la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis 2017. Avec un quart d'opinion favorable seulement, 75% défavorables, Emmanuel Macron dépasse même les niveaux d'impopularité de l'hiver 2018, au pire moment des Gilets jaunes, avec une dégradation rapide depuis la dissolution. Il était encore à 33% d'opinion favorable avant l'été. Et que dire de la popularité de Michel Barnier? Première fois que Michel Barnier est testé depuis son arrivée à Matignon. Selon 39% des sondés, c'est un bon Premier ministre, 59% d'opinion défavorable. Par comparaison, Gabriel Attal est arrivé à ce poste avec 48% d'opinion favorable. C'est aussi davantage pour Elisabeth Borne à 43%. Les chiffres de Michel Barnier sont similaires à ceux de Jean Castex à 40%. Édouard Philippe, lui, disposait du meilleur capital sympathie en mai 2017. On va commencer par Emmanuel Macron. Erwan, c'est le pire score de popularité depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Alors, non seulement c'est le pire score de popularité d'Emmanuel Macron, c'est 25% de Français qui jugent qu'il est un bon président, mais il faut bien préciser une chose, c'est que c'est même le plus bas score si on compare au score plancher à l'Élysée de François Mitterrand, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, qui ne sont jamais descendus pendant leurs mandats respectifs sous la barre des 30%. Le plus bas sous la Ve République, c'est François Hollande, 16%. La seule chose qui sépare aujourd'hui en popularité Emmanuel Macron de François Hollande, c'est qu'il n'a pas de scission au sein de son propre camp. 89% des sympathisants Renaissance ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de frondeur dans la majorité présidentielle. C'est ce qui pourrait le desservir encore plus. En tout cas, c'est vrai qu'il est à un niveau... Donc il garde un socle électoral quand même. Il garde un socle électoral et le soutien de sa base, mais au-delà des frontières de la majorité présidentielle, le soutien à Emmanuel Macron est très bas. Il est même tombé à 30% chez les 65 ans et plus, qui est un de ses soutiens indéfectibles au cours des dernières années. C'est impressionnant et c'est vrai qu'on sort d'une séquence voulue comme une clarification qui a été quand même le dernier point le point de non-retour sur les différentes promesses macronistes de 2017. On n'est plus dans le progressisme européen, on n'est pas du tout dans le renouvellement politique, on n'est ni de droite, on n'est plus du tout et de droite et de gauche, et la compétitivité de l'économie est pas au rendez-vous. Donc ce qu'ont exprimé les Français aux élections et ce qu'ils disent à travers cette cote de popularité très dégradée, c'est qu'ils souhaitent aujourd'hui qu'Emmanuel Macron soit au second plan, c'est ce qu'ils attendent, et eux, ils auraient bien aimé un président de cohabitation en retrait et peut-être présent sur les affaires internationales. Vraisemblablement, c'est pas comme ça que les choses vont se dérouler. Ouais, il y a une volonté chez les Français de tourner la page Macron, Nathalie. Oui, et c'est assez logique, et j'allais dire, même s'il n'y avait pas eu cette dissolution, c'était le cas. Puisque Emmanuel Macron, son principal problème, c'est qu'il souffre de 7 ans de pouvoir. Et après 7 ans de pouvoir, c'est quand même difficile. Vous l'avez très bien dit, Erwan, il y a eu une promesse le 9 juin au soir. Emmanuel Macron a provoqué la sidération de la France en faisant la dissolution de l'Assemblée nationale, mais en disant « ça va clarifier les choses ». 3 mois plus tard, on est dans une situation bien pire. C'est-à-dire que la majorité présidentielle avait une majorité relative et arrivait à faire passer des textes. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité relative qui permet de gouverner le pays. Donc, il n'y a pas de clarification, vous l'avez dit, et c'est ça, je pense, qui paye. Vous avez dit aussi autre chose, vous avez dit, sur son socle, il tient et il n'y a pas de frondeur. C'est vrai au niveau de l'opinion publique. Sa principale difficulté, c'est que ça risque de ne plus être le cas dans son camp politique. On le voit au sein de son groupe parlementaire, qui est aujourd'hui présidé par Gabriel Attal et qui érige une toute petite centaine de députés, riches étant un mot entre guillemets. Aujourd'hui, ce bloc-là n'est plus aussi homogène que ça. Effectivement, il y a une partie des députés qui n'est plus derrière le président de la République. Qui ne lui pardonne pas la dissolution. Qui ne lui pardonne pas. Et il n'est pas complètement fou de penser qu'à échéance très brève, ce groupe ne sera plus d'une petite centaine de députés, mais risque d'être scindé en plusieurs parties avec un groupe qui pourrait être composé des députés de sa partie gauche. Donc on voit bien qu'Emmanuel Macron, qui est dans votre sondage extrêmement bas en termes de popularité, finalement, il l'est aussi au sein propre de sa majorité. Et ça, c'est le plus inquiétant pour lui. Et peut-être inquiétant aussi pour Michel Barnier. Michel Barnier, il ne part pas de très très haut. Non, tout à fait. Alors, on savait et on pouvait se douter qu'il n'y aurait pas d'état de grâce pour Michel Barnier. On est très loin des 55% d'Édouard Philippe en juin 2017 quand il est nommé à Matignon. Mais c'est vrai qu'on est en dessous aussi les entrées à Matignon de Gabriel Attal, d'Elisabeth Borne
et de Jean Castex. Michel Barnier, il a donc une cote de popularité qui est très fortement soutenue par les sympathisants LR, 80% jugent qu'il est un bon Premier ministre, par les sympathisants Renaissance, 80% jugent qu'il est un bon Premier ministre. On voit en ça qu'il se range derrière le choix d'Emmanuel Macron. En revanche, on est autour de 30% chez les sympathisants de la gauche et chez les sympathisants du RN, et il est nettement plus soutenu par les Français les plus âgés. 59% des 65 ans et plus jugent qu'il est un bon Premier ministre, contre moins de 30% chez les Français de 18 à 64 ans. Donc il y a une fracture générationnelle aussi dans le soutien à Michel Barnier. Ce qui est intéressant de regarder dans sa cote de popularité, c'est de la comparer avec ce qu'on mesurait en novembre 2021 au moment de la primaire LR. Et elle était de 10 points inférieure chez les sympathisants RN et de 10 points supérieurs chez les sympathisants de la gauche. Donc ça a évolué dans deux sens différents. Les sympathisants de la gauche sont un peu plus critiques aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque. Les sympathisants RN sont un tout petit peu plus positifs, mais ils sont aujourd'hui, les sympathisants RN, uniquement 33% à juger qu'il est un bon Premier ministre. C'est quand même un niveau relativement bas et qui exprime une certaine critique, un certain regard critique des sympathisants RN, qui peuvent faire peser aussi sur Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui vont avoir un rôle charnière dans le soutien de ce gouvernement Barnier. Ouais, les débuts difficiles de Michel Barnier dans l'opinion publique, Nathalie. C'est assez logique puisque c'est le Premier ministre de son président. C'est-à-dire que dans la mesure où le président de la République est très impopulaire, forcément, le Premier ministre l'est. En revanche, le plus dur commence pour lui, vous avez dit, mais je note depuis quelques jours le travail qu'il fait pour se désolidariser du président de la République. Hier, c'était le jour des passations de pouvoir, le premier jour finalement de son nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant le Conseil des ministres prévu en fin de matinée à l'Élysée, il a réuni ses ministres à Matignon et il les réunit à nouveau ce vendredi pour établir avec eux la base de ce qui sera la discussion, enfin la déclaration de politique générale prévue au Parlement mardi prochain. Et surtout, le diable est dans les détails, la photo de ce nouveau gouvernement sera prise à Matignon, avec le chef du gouvernement, sans le président de la République. Donc on voit bien qu'il y a une façon de se dédouaner du président qui dit, bon, le président, il préside, mais c'est nous, ici à Matignon, qui gouvernons. Eh ben justement, on va parler des relations entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Vous avez posé la question aux Français, ce baromètre qui pose la question sur le couple exécutif. Oui, avec cette question, qui va effectivement gouverner la France pour une large majorité des Français, c'est-à-dire 61%, c'est le président de la République. Il n'y a que les sympathisants LR pour penser qu'il s'agit bien de Michel Barnier qui va gouverner. Tous les autres camps politiques tablent sur le fait qu'Emmanuel Macron gouverne bien en ce moment. C'est un résultat dur, ça, pour Michel Barnier. Selon les Français, il n'aura pas d'autonomie ? Non, mais c'est ce dont les Français se sont rendus compte aussi à mesure que l'été progressait. Alors la colère diminuait. Tout de même, la colère des Français après les résultats et le sentiment de déni de démocratie. On le voit bien, les manifestations du samedi pour la destitution d'Emmanuel Macron sont assez peu fréquentées. Donc la colère est retombée avec l'été, mais dans le même temps, les Français se sont relativement résignés parce qu'ils ont compris que finalement, Emmanuel Macron ne souhaitait pas lâcher les rênes du pouvoir. Ils ont vu s'écouler 2 mois, puis des grandes consultations à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, où Emmanuel Macron s'est engagé dans une logique de stabilité institutionnelle pour les uns, de recherche des plus petits dénominateurs communs pour les autres. Mais en tout cas, en hyper-président qui conserve les rênes du pouvoir et qui essaye d'identifier la meilleure solution pour déléguer à un Premier ministre exécutant la formation d'un gouvernement. Mais ce 61% de Français convaincus qu'Emmanuel Macron sera celui qui gouverne dans les prochains mois, ça exprime le sentiment de déni de démocratie des Français et l'idée qui est infusée dans la population française qu'il ne lâchera pas le pouvoir dans les prochains mois. Le risque de ce déni de démocratie sur lequel les Français se sont même un peu résignés aujourd'hui, c'est que ça peut être destructeur pour l'image du personnel politique dans les prochains mois. On le verra dans le paysage politique et les codes d'adhésion des différentes figures politiques. Personne n'engrange des points dans la séquence. Je pense que le personnel politique ne sort pas grandi de cette séquence où les Français voulaient clairement une rupture et ils ont finalement une survivance du macronisme pour laquelle ils avaient pas signé. Si on veut relire les chiffres, on peut voir quand même que la satisfaction a un peu changé de camp. Au lendemain des élections législatives, 75% des sympathisants de la gauche étaient satisfaits des résultats, contre uniquement 17% des sympathisants LR et 45% des sympathisants Renaissance. Aujourd'hui, voilà, la satisfaction a dû quand même changer de camp, mais en tout cas, les Français ont vraiment l'impression d'une continuité du macronisme dont ils souhaitaient tourner la page. Mais il n'aura pas de marge de manœuvre, Michel Barnier. Emmanuel Macron ne le laissera pas gouverner comme il l'entend.
Si, je pense qu'il aura des marges de manœuvre, mais ce qui est difficile à comprendre pour les Français, c'est qu'on n'est pas en cohabitation dans la mesure où la politique du gouvernement, quel qu'il soit, a besoin des macronistes pour faire passer ses textes. Et au gouvernement, il y a des très proches d'Emmanuel Macron. Alors effectivement, Bruno Retailleau, qui n'est pas un proche d'Emmanuel Macron, il est au ministère de l'Intérieur, mais à Bercy, c'est quand même la maison mère d'Emmanuel Macron. Il y a Antoine Armand, qui est un macroniste de la première heure, et il y a à l'industrie, Marc Ferracci, qui est un ami proche d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien que sur les postes clés, il y a quand même des gens qui sont très très proches de la Macronie. Donc je me mets à la place des Français. Ok, c'est Michel Barnier qui gouverne, mais en même temps, il y a aux postes clés et aux postes qui sont très importants pour le chef de l'État, il y a des proches d'Emmanuel Macron. Donc c'est un petit peu difficile de comprendre pour les gens. Mais moi, je suis convaincue que Michel Barnier va essayer d'impulser ses choix politiques qui ne seront pas forcément ceux d'Emmanuel Macron. Le gouvernement, par exemple, il y a des gens au gouvernement qui ne sont pas du tout des gens qui ont été validés par Emmanuel Macron, ça c'est certain. Oui, et puis il y a aussi le constat au Parlement, à l'Assemblée nationale. Michel Barnier est à la tête d'une coalition où le principal groupe, le premier, c'est bien des députés Renaissance. Ils sont 97 à l'heure où l'on se parle, c'est-à-dire le plus grand groupe. Donc Michel Barnier doit forcément gouverner avec les forces qui, elles, ont été élues sur le nom d'Emmanuel Macron ou de Gabriel Attal. Et donc il doit composer avec cette majorité dans sa propre coalition, d'où le fait que c'est bien Renaissance qui est aussi au pouvoir et peut gouverner. Et donc cet indicateur du baromètre. Oui, ce qui rend les choses encore plus compliquées, Erwan. Oui, ce qui avait le mérite de la stabilité institutionnelle pour Emmanuel Macron, mais qui est en décalage profond avec ce qu'attendaient les Français, qui nous disaient, sondage après sondage, qu'ils voulaient un gouvernement d'union nationale, de coalition, où chacune des forces politiques présentes à l'Assemblée soit présente au gouvernement un peu au prorata de son poids électoral. Le compte n'y est pas de ce côté-là. Et c'est vrai que les Français, qui ne sont pas du tout dans des logiques d'appareil ou dans les logiques macro de centre de gravité de l'Assemblée nationale à qui on va déléguer le pouvoir, aujourd'hui, les Français se disent que le compte n'y est pas parce que, tout simplement, le gouvernement ne ressemble pas suffisamment à l'Assemblée nationale. Nathalie ? Bah oui, effectivement, il y a un ministre qui vient de la gauche, Didier Migaud, qui a même été propulsé premier dans l'ordre protocolaire du gouvernement. Mais vous le receviez avant sur ce plateau. Le Parti socialiste, avec Pierre Jouët, le Parti socialiste a refusé de rentrer au gouvernement et de donner caution. Didier Migaud, il n'est pas socialiste. Il est plus socialiste depuis des années. On peut pas lui dire, on peut pas non plus dire que Didier Migaud est une personnalité de droite. Mais effectivement, comme les Français, vous le disiez très bien, ne sont pas dans des logiques d'appareil, c'est quand même pour eux difficile de comprendre que Didier Migaud, qui a quand même été un personnage important à l'Assemblée nationale il y a quelques années, ne soit pas étiqueté à gauche. Tout ça est très très confus pour les Français. Et quand c'est confus, on le voit, c'est la seule personne et la première personne qui en paye le tribut politique, c'est le chef de l'État. Alors justement, on va faire le point sur l'état de l'opinion concernant les autres personnalités politiques. Là aussi, comme tous les mois, Erwan, le palmarès de l'adhésion au Doxa qui évalue les personnalités politiques préférées des Français. Quentin ? Oui, avec une surprise en tête du classement, c'est Tony Estanguet qui arrive en tête de ce classement. Mais alors, c'est pas un homme politique à proprement parler. C'est vrai que son nom a circulé un temps pour entrer au gouvernement en tant que ministre des Sports, mais lui-même a écarté cette possibilité. Sans doute avez-vous fait cette étude ou lancé cette étude au moment où il y avait une ambiguïté sur son nom. Vous pourrez nous l'expliquer tout à l'heure. Mais donc on le voit, c'est Édouard Philippe qui arrive en tête de ce classement avec 40% d'adhésion. Gabriel Attal est juste derrière à 39%. Suivent Jordan Bardella et Marine Le Pen respectivement à 36 et 35% d'adhésion. Oui, un petit mot d'explication, Erwan, pourquoi Tony Estanguet ? Oui, parce que justement, c'est ça, il faisait partie des ministrables au moment où on discutait de la composition du gouvernement. Puis on sort aussi d'une séquence qui a pu laisser des traces dans l'opinion parce que les Français ont été quasiment 8 sur 10 à nous dire ça a été un moment de cohésion qui faisait du bien après une période de division, ça a montré un visage positif de la France qui gagne avec le sourire, la performance des athlètes français, l'ambiance sur le déroulement des épreuves. Donc, ça fait de Tony Estanguet un homme politique pour autant ? Pas nécessairement, mais ça fait de lui une incarnation de la France qui gagne, de la France qui est compétitive, qui gagne avec le sourire et qui rassemble largement. Parce que c'est vrai qu'on a une Assemblée nationale qui est profondément aujourd'hui tripolarisée. Aujourd'hui, on a 8 Français sur 10 qui sont satisfaits du déroulement des JO, qui jugent que c'était une bonne chose, alors même qu'ils étaient vent debout contre certains choix du COJO
avant les Jeux Olympiques. C'est le symbole d'une France qui gagne avec le sourire, mais comme peut l'être un Kylian Mbappé, comme a pu l'être en 2017 un Emmanuel Macron, c'est le symbole d'une France gagnante qui cherche la compétitivité. Sauf que Emmanuel Macron, lui, il n'a pas du tout bénéficié de l'effet JO, si on revient à sa cote de popularité. C'était le Emmanuel Macron de 2017 qui a plutôt le vent en poupe sur ce dynamisme. Aujourd'hui, les Français souhaitent tant tourner la page du macronisme que les JO auraient été vraiment un rattrapage dans le temps court. On le mesure pour Anne Hidalgo, mais à un niveau bas. Elle gagne 5 points dans le palmarès des codes d'adhésion. C'est la plus forte progression, Anne Hidalgo. Voilà. Mais elle reste à un niveau bas, 16 points uniquement de codes d'adhésion. Et c'est temporaire ou ça peut lui permettre d'enclencher une dynamique Ça peut constituer un matelas et une reprise pour le plus long terme. Aujourd'hui, c'est très temporaire. On a vu la polémique sur les anneaux sur la Tour Eiffel au lendemain des JO, sur le 50 km/h pour le périphérique parisien. Tout ce qui touche à Anne Hidalgo est quand même relativement inflammable. On va voir comment les choses évoluent. En tout cas, voilà, il y a un petit effet JO sur sa cote d'adhésion en politique. Ouais, on va revenir aux politiques actuelles. C'est Édouard Philippe, toujours en tête du classement, indétrônable Édouard Philippe, talonné par Gabriel Attal. C'est le début du match dans le camp présidentiel. Indétrônable. Moi, je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus match. Il va y avoir de plus en plus match. Parce qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, il est maire du Havre, il est patron du parti Horizon. Et Gabriel Attal, il est dans le chaudron. Il est le patron du groupe Renaissance qui s'appelle maintenant Ensemble pour la République. Donc c'est lui qui va faire et qui va défaire des textes, entre autres, avec Laurent Wauquiez, avec Marine Le Pen, etc. Donc il va avoir une visibilité beaucoup plus forte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Édouard Philippe a annoncé très précocement sa candidature pour la prochaine présidentielle, sans dire la date, puisqu'effectivement, dans son esprit, il est probable qu'il y en aura une avant 2027. Donc ça veut dire que ça pourrait être une faute politique, d'après ce que vous dites, Nathalie, de ne pas avoir été aux législatives pour Édouard Philippe. Il pourrait le payer politiquement. Ce n'est pas une faute politique, c'est un choix. Lui, il fait le choix d'être patron de parti et d'être en dehors du chaudron, quand Laurent Wauquiez et Gabriel Attal font le choix le contraire. Et Gérald Darmanin. Et Gérald Darmanin aussi. Qui, in fine, aura raison, ça je vous le dirai lors de la prochaine présidentielle. Mais on voit bien que ce sont deux choix politiques différents. Et quand vous disiez indétrônable Édouard Philippe, moi je ne suis pas sûre. Et effectivement, rien que pour reprendre son choix d'une annonce anticipée, on voit que ça a créé le trouble jusqu'à dans son propre camp. Donc on voit qu'on est en face de deux choix politiques. Qui va le payer? Est-ce que quelqu'un qui va au charbon et qui se coltine avec la réalité ou quelqu'un qui est plus en dehors, quel va être le choix politique le plus pertinent? On le verra. On le voit avec la cote de popularité d'Emmanuel Macron, qui a une volonté des Français de tourner la page Macron. Et pourtant, les deux personnalités politiques préférées, elles appartiennent au camp présidentiel. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont les figures les plus rassembleuses. Alors, en général, c'est souvent le cas avec les personnalités du centre, parce qu'elles suscitent moins d'animosité et il y a une bienveillance plus forte à leur égard parce qu'elles sont moins extrêmes. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce coude à coude d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal qui se prolonge dans les sondages. On a pu voir au premier semestre 2024, Gabriel Attal remonter un peu sur Édouard Philippe sur certains indicateurs comme le meilleur candidat pour représenter la majorité présidentielle en 2027. Mais Édouard Philippe garde de l'avance et pour une bonne raison, il est plus populaire auprès des habitants de province, auprès des habitants de communes rurales et de petites villes que ne l'est Gabriel Attal, dont la popularité est quand même fortement soutenue par les grandes agglomérations, l'Île-de-France. Donc il a une cote de popularité un peu plus transversale, Édouard Philippe, mais c'est ça qui va être intéressant aussi à suivre dans les prochaines années, avec peu de poids lourds politiques au sein du gouvernement. Donc finalement, la campagne présidentielle va se dérouler en dehors du gouvernement qui va devenir un espace disjoint. Et ça va être très intéressant à suivre, même s'il y aura peut-être un boulet pour Gabriel Attal. Enfin, on verra si c'est un boulet. Mais c'est la capacité à se désolidariser du gouvernement et à ne pas assumer le bilan en 2027, alors même que Renaissance envoie le plus fort contingent dans le soutien au gouvernement de députés. C'est très intéressant ce qu'il dit sur la différence de structure de popularité entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Gabriel Attal, il en a totalement conscience. Et regardez ce qu'il fait depuis maintenant un mois. Il se déplace dans toutes les fédérations du parti Renaissance pour justement structurer une popularité et un électorat sur l'ensemble des départements français, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Donc on voit bien qu'il est là-dessus en train de suivre ce qu'a fait Édouard Philippe depuis déjà pas mal de temps. Derrière Jordan Bardella, Marine Le Pen, là aussi, il peut y avoir match?
Il peut y avoir un match, mais le RN va surtout être sur une ligne de crête avec ce gouvernement Barnier, parce que le RN va devoir apparaître comme celui qui fixe l'agenda, voire qui impose l'agenda politique au gouvernement, notamment sur les sujets de sécurité et d'immigration, va devoir poursuivre sa stratégie de notabilisation et ne pas faire de tumulte ou d'obstruction à l'Assemblée nationale, et dans le même temps, le RN va devoir ne pas se discréditer auprès de son électorat, parce que le gouvernement va probablement prendre des mesures sur la sécurité et l'immigration qui vont aller dans le sens du Rassemblement national, mais sur ce qui relève de l'économie, le gouvernement n'est pas du tout sur la même ligne que le Rassemblement national, qui est vraiment en attente de mesures pour les classes moyennes, pour le pouvoir d'achat, alors que le gouvernement est plutôt centré sur le désendettement public, qui est une préoccupation très secondaire, très distancée chez les sympathisants RN. Donc une ligne de crête pour le RN entre notabilisation d'une part et en même temps marquer sa différence avec le gouvernement. Avant de vous entendre sur le RN, Nathalie, puisque vous parlez de la question de l'immigration, on va écouter Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur. Sur cette question justement de l'immigration, il était l'invité ce matin de la matinale de CNews. Les OQTF sont soumises, notamment à la justice. Et moi, je ne peux prendre des engagements que je peux tenir moi-même, mais pas pour d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, le taux d'exécution est très bas, moins de 10%, 7%, et il faut absolument... Je ne vais pas vous donner de chiffres aujourd'hui. J'ai pris la passation de pouvoir, c'était il y a moins de 24 heures. Donc laissez-moi, et je vous le donnerai quand j'aurai vu les préfets, etc. Je veux travailler sérieusement. Je ne veux pas faire d'effet d'annonce. Je l'ai dit moi-même dans mon discours de passation de pouvoir. Je ne raconterai pas d'histoire aux Français. Je vais me mobiliser et on va augmenter considérablement. Vraiment, ça, c'est un engagement, le taux d'exécution des OQTF. Voilà, Bruno Retailleau sur les OQTF, mais sur une ligne très ferme, en général, sur l'immigration. On l'a entendu depuis hier. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen ? Marine Le Pen, il y a 2 dates à garder sur le Rassemblement national. La première, c'est fin septembre. Fin septembre, c'est le début du procès du Rassemblement national où Marine Le Pen est prévenue. Elle est prévenue... Dès lundi, ça arrive vite. Ouais, ça arrive très très vite et elle veut en faire une tribune politique de ce calendrier qui est effectivement très très mauvais pour elle. Elle veut en faire une tribune politique justement pour expliquer toute la stratégie du Rassemblement national. Ça va être difficile, mais c'est son objectif. La deuxième date à retenir, c'est fin octobre. Fin octobre, c'est la niche parlementaire du Rassemblement national. Donc c'est la journée où le Rassemblement national est le maître des textes qui sont examinés. Et il va y inscrire un certain nombre de textes justement qui vont détailler toute sa stratégie politique pour les mois qui viennent. Donc on voit bien que le Rassemblement national, pour répondre à votre question, est tout à fait conscient qu'avoir à l'intérieur une personnalité politique aussi forte que Bruno Retailleau, qui a des positions en termes d'immigration tout à fait similaires, ça peut être un piège qu'il va essayer de contourner grâce aux 2 dates que je viens de vous donner, à la fois la tribune politique judiciaire et à la fois la niche parlementaire. Un dernier mot, Erwan ? Oui, après, c'est vrai que sur la politique droitière potentielle de Bruno Retailleau, ce qu'on a tendance à vérifier dans les sondages, et l'adage est de dire que les électeurs ont souvent tendance à préférer l'original à la copie et que le RN sera sûrement toujours préféré par son électorat sur les questions de sécurité et d'immigration. Mais évidemment que la politique et les mesures que souhaite mettre en place Bruno Retailleau devraient être compatibles avec les attentes de l'électorat RN et même avec une partie des Français. On avait vu que sur la loi immigration, une majorité de Français soutenaient les mesures de fermeté qui étaient proposées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une rupture avec la politique macroniste qui jusque-là proposait des lois immigration avec des mesures d'humanité et des mesures de fermeté. Là, on peut penser que les mesures de fermeté auront une grande place dans les projets proposés. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve évidemment le mois prochain. On va continuer à parler du gouvernement Barnier. C'est à la une de la presse régionale. Et Quentin, on commence donc avec le gouvernement Barnier. Oui, Ouest France, à Rennes, qui titre sur les premiers pas de ce gouvernement, se demandant combien de temps il peut tenir. La Provence, de son côté, énumère les 5 défis de ce gouvernement. Le budget, la question de la lutte contre le changement climatique, le sujet de l'immigration, brûlant politiquement, on vient de le dire, la réforme des retraites et de l'assurance chômage, ou encore les avancées sociétales, comme par exemple la question de l'aide à mourir. Souvenez-vous, ce texte dont l'examen a été brutalement interrompu par la dissolution. Tous les détails sont donc à lire dans la Provence ce matin. Et ce texte sur la fin de vie dont Yael Braun-Pivet demande ce matin qu'il soit examiné avant la fin de l'année. Voilà.
Paris-Normandie évoque l'incendie de Lubrizol. C'était le 26 septembre 2019 à Rouen, souvenez-vous. On se souvient de ces épaisses traînées de fumée noire. Le journal titre ce matin sur les retombées sanitaires enfin connues. Une trentaine de molécules ont ainsi été identifiées dans l'environnement à Rouen comme étant en lien direct avec l'incendie. Et sur ces 30 molécules, un tiers serait problématique. Il s'agit désormais de quantifier cette pollution dont on a identifié la forme. Le rapport d'analyse des experts préconise un curage du bassin du port de Rouen. Plusieurs titres font le premier bilan ce matin des vendanges. Voilà, en Moselle, en Meuse ou dans le Toulois, on parle d'un bon millésime malgré la météo. C'est ce qu'on lit à la une du Républicain Lorrain, journal de Metz. À Nancy, on parle plutôt de vendanges mi-figue, mi-raisin. On rappelle dans le journal les gels au printemps, la grêle ou encore le mildiou, mais finalement un beau millésime, pas en quantité mais en qualité. Et dans les Ardennes, enfin, les vignerons de Servion font une année blanche à cause des maladies et du mauvais temps. On termine par La Montagne qui titre ce matin sur Clermont et Netflix qui chasse le loup-garou. Oui, dans un mois, la ville de Clermont-Ferrand va accueillir une chasse au loup-garou. Une façon d'accompagner la sortie d'un film sur le célèbre jeu de société qui sort sur Netflix. 4 villes en France vont ainsi accueillir un grand jeu, Bordeaux, Strasbourg, Rennes et donc Clermont-Ferrand. Le principe, retrouver 5 loups-garous dans la ville. Le jeu sera animé par des comédiens, il y aura même une appli, un site dédié. Le tout s'inspirera de contes et de légendes locales. À gagner des versions collector du jeu de société ou encore des places pour aller voir le film de Netflix, mais dans une salle de cinéma à Clermont-Ferrand. Merci Quentin, évidemment, merci beaucoup. Merci Nathalie, on l'a vu à la une des journaux du Groupe EBRA, il est beaucoup question de vendanges. Absolument. Merci Nathalie d'avoir été avec nous, merci Erwan. On se retrouve évidemment le mois prochain. Merci à tous de nous avoir suivis.